Il y a des vérités qu'on garde enfouies pendant 2 années. Et puis, un jour, elles remontent à la surface. Brutales, inattendues, bouleversantes. Aujourd'hui, dans Derrière les stars de cinéma, nous levons le voile sur une révélation qui a laissé tout le monde sans voix. Une histoire que personne n'avait vue venir. Hervé Villard, l'interprète légendaire de Capri, c'est fini, revient sur un mariage interdit. Un épisode longtemps enfoui dans les plis discrets de sa vie privée. Un secret qui pourrait bien changer votre regard sur cet artiste emblématique. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi cette union a-t-elle été qualifiée d'interdite? Et surtout, pourquoi maintenant? Pourquoi avoir gardé le silence aussi longtemps? Ce n'est pas un simple fait divers. C'est une plongée dans les méandres de la célébrité, du pouvoir, des interdits d'une époque et des choix que l'on est forcé de faire quand l'amour entre en collision avec la pression sociale, ou même la loi. Dans une interview exclusive, Hervé Villard se confie sans filtre. Pour la première fois, il brise un tabou. Il parle avec émotion, avec douleur parfois, mais aussi avec une étonnante sérénité. Ce n'est pas seulement une confession, c'est un témoignage rare, intime, profondément humain. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, car ce que vous êtes sur le point d'entendre va au-delà des projecteurs, des paillettes et des apparences. Bienvenue dans Derrière les stars de cinéma. Il ne pleuvait pas ce jour-là, mais dans les souvenirs d'Hervé, le ciel lui-même semblait s'être assombri. Une lumière grise, silencieuse, comme si l'univers entier avait compris que quelque chose d'important était sur le point de se briser. Cela faisait des années qu'il n'en avait pas parlé. Pas vraiment, pas entièrement. Il avait évoqué des douleurs, des départs, des absences, mais jamais elle, jamais eux deux, et encore moins ce mariage interdit, ce rêve suspendu entre le possible et le scandale. C'était une histoire qui avait commencé sans prévenir. Pas comme un coup de foudre, pas comme dans les chansons. Non, c'était plus lent, plus vrai. C'était dans un regard prolongé un peu trop longtemps, dans une main frôlée par hasard, dans un silence partagé, là où les mots ne pouvaient plus rien expliquer. Elle n'avait rien d'extraordinaire aux yeux du monde, mais à ses yeux à lui, elle était l'exception à toutes les règles qu'il croyait avoir établies à cette époque-là. Hervé était déjà Hervé Villard. Pas seulement un nom, mais une image, une voix, une silhouette reconnaissable parmi 1000. Le monde l'imaginait figé dans le rôle qu'il jouait depuis toujours, celui du chanteur au cœur sensible, un peu bohème, toujours entouré, toujours libre. Il avait aimé des hommes, et cela, il ne l'avait jamais vraiment caché. Alors pourquoi elle? Même lui ne savait pas vraiment. Peut-être que c'était la douceur de sa voix, ou cette façon qu'elle avait de ne rien exiger. Elle n'essayait pas de le comprendre, elle l'écoutait, elle le laissait être. Et dans ce calme-là, dans cette tendresse discrète, quelque chose en lui s'était mis à vouloir une autre vie. Une vie où l'on se tient la main dans la rue sans avoir peur. Une vie où on écrit son nom à côté du sien sur une boîte aux lettres. Une vie où le mot « mariage » ne serait pas un mot interdit. Ils en ont parlé souvent. La nuit, après les concerts, lorsqu'il n'y avait plus que le bruit lointain des voitures et le goût du thé noir sur leurs lèvres. Elle voulait porter une robe simple, sans trop de dentelle. Lui voulait que ce soit au bord d'un lac, avec juste quelques amis proches, loin des caméras. Ils s'étaient promis que ce jour viendrait. Mais dans leur monde à eux, ce genre de promesse n'a pas de place. Il y avait les attachés de presse, les maisons de disques, les producteurs inquiets, et les journalistes, toujours à l'affût du moindre écart. Se marier avec une femme, après tout ce qu'il avait affirmé sur lui-même. Ça brouillerait ton image, lui avait dit un directeur artistique d'un ton sec. Tu veux perdre ton public? Tu veux qu'on pense que c'était tout du marketing, ton histoire avec les hommes? Mais ce n'était pas une question d'image. Ce n'était même pas une question de sexe ou de genre. C'était de l'amour, pur, complexe, désarmant. Et ça, personne ne voulait le comprendre. Ni le public, ni les médias, ni même certaines personnes dans sa propre équipe. Il aurait pu tout arrêter. Il y a pensé. Il a regardé ses disques, ses affiches, ses récompenses. Et il s'est demandé ce que tout cela valait face à une seule nuit dans ses bras, à elle. Mais elle ne voulait pas qu'il abandonne. Elle le regardait avec ce mélange de fierté et de tristesse. Et elle lui disait « Tu dois continuer. Tu as une voix. Et les gens ont besoin de t'entendre, même s'ils ne savent pas tout de toi. » Et puis, il y a eu le jour où tout s'est arrêté, une voiture, une pluie trop soudaine, un appel à l'aube qu'il n'oubliera jamais. Il a couru à l'hôpital, mais elle n'était déjà plus là. Son ventre arrondi ne bougerait plus. Leur avenir commun s'était brisé sans faire de bruit. Aucun cri, aucun adieu, juste le silence, encore. Pendant des mois, il ne chantait plus, il n'écrivait plus. Il marchait, parfois des heures,
sans but. Il regardait les gens vivre, et il se demandait comment eux y arrivaient, comment ils faisaient pour continuer. Il se demandait surtout comment continuer à être Hervé Villard, sans elle. Il n'y avait plus de cérémonie, plus de robe blanche, plus de lac tranquille, en arrière-plan. Le rêve qu'ils avaient tissé ensemble s'était effiloché dans un couloir d'hôpital. Et même les murs blancs ne pouvaient pas contenir la violence du silence. Quand Hervé est rentré chez lui ce soir-là, il n'a pas allumé les lumières. Il s'est assis dans le salon, en face du piano, et il a attendu. Il ne savait pas quoi. Peut-être un signe, peut-être sa voix, encore. Il aurait donné toutes ses chansons, tous ses succès pour l'entendre lui dire juste une fois « Je suis encore là ». Mais elle n'était plus là. Et ce qui restait, c'était l'absence. Une absence si pleine qu'elle remplissait toute la pièce, toute la maison, tout son corps. Il a mis des mois à toucher de nouveau ce piano. Chaque touche lui rappelait une promesse. « Écris-moi une chanson, un jour, rien que pour moi », lui disait-elle. Il ne l'a jamais fait. Parce qu'écrire pour elle maintenant, ce serait aussi l'enterrer. Et il n'était pas encore prêt. Les gens autour de lui ne savaient pas comment parler de cette histoire. Certains ne savaient même pas s'il fallait en parler. On chuchotait, on évitait les mots. On se contentait de regards gênés, de poignées de mains molles, de sourires vides. Il y avait ceux qui posèrent des questions maladroites. « Tu l'aimais vraiment? Une femme, toi ?» Et ceux qui pensèrent tout bas. « Il exagère. C'était une passade, un caprice. » Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas comment elle posait sa tête sur son épaule quand il doutait de lui-même. Comment elle l'appelait par son vrai prénom quand il avait besoin d'oublier Hervé Villard. Ils ne savaient pas que cet amour, justement parce qu'il défiait les étiquettes, les attentes, les schémas prévisibles, était peut-être le plus vrai de tous. Des années ont passé. Il a chanté de nouveau. Pas tout de suite. D'abord timidement, comme quelqu'un qui réapprend à marcher. Et puis un jour, sur scène, devant un public venu entendre Caprice est fini, il a ressenti une chose étrange. Un souffle, une présence. Il ne l'a pas vue, non, mais il l'a senti. Alors, il a chanté pour elle, pas la chanson qu'il lui avait promise, non. Mais chaque mot avait son goût. Chaque note portait son nom. Après le concert, dans sa loge, un vieux carnet traînait parmi les fleurs et les lettres. Il ne se souvenait plus de l'avoir rangé là. Il l'a ouvert. À l'intérieur, une photo d'elle, glissée entre deux pages, une qu'il pensait avoir perdue. Son sourire, toujours aussi doux. Son regard, encore là, comme un secret partagé au-delà du temps. Elle voulait qu'ils vivent ensemble à la campagne, loin du tumulte. Elle rêvait d'une petite maison avec un jardin, lui avait promis un pommier et un banc en bois peint en bleu. Ils avaient choisi les rideaux, dessiné la cuisine. Elle voulait un chat. Lui détestait les chats. Mais pour elle, il aurait appris. Ils avaient failli tout abandonner pour cette maison. Mais le monde extérieur avait été plus fort. Pas juste la presse, ou les fans, ou l'industrie. Le monde des apparences, celui qui ne pardonne pas ce qui sort du cadre. Ils avaient résisté un temps. Puis elle était tombée enceinte. Et là, tout avait changé. Le poids du scandale potentiel, des rumeurs, des accusations. Hervé avait été convoqué, menacé. On lui avait dit que s'il allait au bout, il perdrait tout. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il allait tout perdre, quoi qu'il choisisse. Il y a des nuits, encore aujourd'hui, où il se réveille en sursaut. Il cherche sa main à côté de lui. Il regarde l'espace vide sur l'oreiller, et pendant quelques secondes, il oublie qu'elle n'est plus là. Il se demande souvent à quoi aurait ressemblé leur enfant. Une fille, peut-être, avec ses yeux à elle et son rire à lui. Il imagine la voix qu'il aurait eue, les mots qu'il lui aurait dit. « Tu vois, papa, t'as chanté toute sa vie, sans jamais t'avoir vu. » Il n'a jamais parlé de cela à personne, jusqu'à maintenant. Il a fini par écrire cette chanson. Pas pour elle, pas vraiment, mais à travers elle. Une chanson sur ce qu'on ne peut pas dire, sur ce qu'on ne peut pas vivre. Une chanson pour tous ceux qui aiment au-delà des normes, pour ceux qui perdent avant d'avoir pu bâtir, pour ceux qui se taisent longtemps, trop longtemps. Et quand il l'a chantée pour la première fois, dans une salle obscure, il n'a rien dit. Pas d'introduction, pas d'explication, seulement ces mots, à la fin. Tu m'as appris qu'un amour interdit ne laisse que pour ceux qui n'aiment pas. Il n'a jamais vraiment su ce que cela faisait d'appeler quelqu'un papa sans crainte. Il ne savait pas non plus ce que voulait dire rentrer à la maison en pensant à un endroit où l'on vous attend. Hervé Villard, avant d'être une voix, un nom de scène, une silhouette sur les plateaux télé, était un enfant sans mur. Un enfant sans bras pour le retenir. Son vrai nom était René Villard. Il l'a porté longtemps comme une cicatrice. Une marque d'origine qu'il a tenté d'oublier, de fuir, de dissoudre dans l'encre de ses chansons. Il est né dans la misère, dans la douleur,
dans un espace flou entre l'abandon et l'indifférence. Très tôt, sa mère disparaît de sa vie, absorbée par des choix que personne ne lui expliquait. Il ne comprenait pas. Il ne faisait que ressentir. Et ce qu'il ressentait, c'était le vide. Elle s'appelait Blanche. Un nom doux, presque poétique, mais leur histoire ne ressemblait pas à un conte. Elle partait souvent, trop souvent. Elle revenait parfois, mais pas pour longtemps. Il s'accrochait à ses foulards, comme on s'accroche à un rêve qui s'efface. Il se souvient de ses mains, de son parfum, d'un baiser rapide sur le front. Mais jamais d'un vrai « je t'aime ». Pas de ceux qu'on dit en regardant les yeux d'un enfant droit dans les siens. Un jour, elle est partie et n'est plus revenue. On lui a dit qu'elle était malade, que c'était compliqué. Et l'on attendait qu'il comprenne, comme si un enfant devait déjà apprendre à pardonner ce qu'il ne comprenait pas. Il fut placé, ballotté de foyers en foyers, de pension en pension, entre des murs froids et des regards qui ne s'attardèrent pas. Il a connu l'humiliation, le silence, les nuits sans câlin. Il a grandi avec la sensation que sa présence dérangeait. Il y avait ce sentiment de décalage permanent, comme s'il était là par erreur. Il observait les autres enfants, leur insouciance, leur normalité apparente. Et il se disait, pourquoi pas moi? Pourquoi je n'ai pas de famille? Pourquoi personne ne me choisit? Il y a eu une main tendue, tout de même. Une exception. Un homme, Daniel Cordier, qui lui donne enfin un nom, une légitimité, un toit, une sorte de père, mais pas comme dans les livres. C'était plus administratif que sentimental. Mais c'était un repère, quelque chose de fixe dans une vie qui n'en avait jamais eu. Avec lui, Hervé découvre les livres, la musique, les villes, la France, telle qu'il ne l'avait jamais connue. Il commence à rêver, à écrire, à croire que la vie pouvait aussi s'inventer, même lorsqu'on n'avait rien reçu au départ. Mais les blessures ne disparaissent pas. Elles changent de forme. Et plus tard, dans ses chansons, dans sa voix toujours sur le fil, c'est l'enfant abandonné qui continue de parler. Lorsqu'il devient célèbre, Hervé Villard cherche, encore et toujours. Il cherche sa mère. Il finit par la retrouver. Un bref moment. Elle vit dans un hôpital psychiatrique. Il lui parle. Elle ne le reconnaît pas. Ou peut-être que si. Il ne saura jamais. C'est là que tout s'effondre, une deuxième fois. Car même lorsqu'on a grandi, on espère encore qu'un jour, un regard, un mot, puisse réparer les silences. Mais la réparation n'aura pas lieu. Ce qu'il obtient, c'est le constat froid que certaines blessures ne guérissent pas. Elles deviennent simplement des morceaux de vous. On apprend à vivre avec, à chanter avec, à aimer malgré elles. Il y a eu des femmes, des hommes, des maisons, des valises ouvertes, jamais vraiment refermées. Mais il a toujours eu ce réflexe étrange de ne jamais trop s'attacher. Parce qu'au fond, il savait que tout ce qui s'approche trop finit par disparaître. C'est le grand enseignement de son enfance. Il ne s'est jamais marié, pas officiellement. L'amour, pour lui, c'est un endroit sans contrat. Juste un refuge fragile qu'on visite le cœur battant. La famille, il l'a construite à travers les gens qu'il a choisis. Ses amis fidèles, son public. Et quelque part, les mots. Aujourd'hui encore, lorsqu'il parle de famille, sa voix hésite. Il dit parfois « Je n'en ai pas eu, mais j'en ai inventé une ». Et c'est peut-être ça, le plus bel acte de création d'Hervé Villard. Avoir transformé une fracture originelle en énergie créatrice, en chansons qui parlent à ceux qui ont connu l'abandon, le rejet ou la solitude. Il a chanté « Capri, c'est fini ». Mais ce qu'il voulait surtout dire, c'est là, c'était « Oh, maman, je t'attendais ». Il n'y avait pas de photos de famille sur les murs, pas de repas du dimanche, pas de « Viens t'asseoir, on t'attendait ». Dans la vie d'Hervé, ces rituels n'existaient pas. Ce qu'il appelait « chez lui », c'était souvent une chambre passagère, un lit trop petit, des couloirs où l'on marchait sans faire de bruit. Il avait appris très tôt à ne pas déranger, à ne pas prendre trop de place, à s'effacer doucement. Et pourtant, ce garçon effacé allait devenir une star, une contradiction vivante. Quand il avait une dizaine d'années, il se regardait souvent dans les vitrines, dans les flaques d'eau, dans tout ce qui pouvait lui renvoyer une image. Il ne cherchait pas à s'admirer, il cherchait à se reconnaître, à vérifier qu'il existait encore. Il avait cette étrange impression d'être transparent. Quand d'autres enfants posaient des questions comme « Tu veux être pompier ou astronaute ?» Lui pensait « Je veux juste être quelqu'un. Pas célèbre, pas aimé par la foule, juste reconnu par une voix, un regard, une main. » Il adorait observer les autres familles, dans les parcs, dans le bus, dans les salles d'attente. Il regardait la manière dont une mère corrigeait tendrement les cheveux de son enfant. Comment un père posait une main sur l'épaule de son fils. Ces gestes anodins étaient pour lui des trésors étrangers. Il s'imaginait, parfois, que ces gens étaient les siens. Il leur inventait des noms, des histoires,
Il les appelait dans sa tête « maman »,« papa », juste pour quelques secondes. Et quand il descendait du bus ou quittait le parc, c'était comme un deuil, encore. Quand la célébrité est arrivée, tout a changé. Et pourtant, rien n'a changé. Il chantait devant des milliers de personnes. Mais dès qu'il sortait de scène, il redevenait seul. Il recevait des lettres d'amour, des déclarations de fans, des fleurs, des invitations. Mais ce n'était pas la voix de sa mère. Ce n'était pas le regard d'un frère. Ce n'était pas les bras d'une famille. C'était l'écho d'un vide bien habillé. Un jour, après un concert à Marseille, il est rentré dans sa loge, vidé. Il s'est regardé dans le miroir et a dit tout bas « Est-ce que je suis moins orphelin maintenant ?» Il n'y avait pas de réponse. Alors il a fait ce que font les blessés, qui veulent aimer quand même. Il a construit sa propre famille, à sa façon. Pas de sang, pas de loi. Juste des gens choisis, aimés, gardés. Une famille de cœur cabossée, comme lui. Des musiciens, des techniciens, des écrivains, des rêveurs. Il appelait certains « mon frère », d'autres « ma sœur ». C'était peut-être faux sur le papier, mais profondément vrai dans l'âme. Il apprenait à prendre soin, à cuisiner pour quelqu'un, à écouter, à consoler, à ouvrir la porte sans peur. C'était lent, fragile, mais c'était à lui. Il y a une douleur qui ne l'a jamais quitté, celle de ne pas être devenu père. Il y avait eu une chance, une seule, une grossesse, une promesse de vie. Mais le destin, cruel et brutal, avait tout interrompu. Depuis, il se surprend parfois à parler à cet enfant imaginaire, dans les coulisses, dans sa chambre. « Tu aurais eu mon sourire », lui dit-il, « mais j'aurais voulu que tu aies ses yeux à elle. Tu aurais compris mes silences. » Et il ajoute, dans un souffle, « Tu n'aurais jamais été seul, pas comme moi. » Même aujourd'hui, à son âge, il cherche encore une trace, un signe, un mot. Il lit parfois de vieilles lettres, écrites de sa main à une mère absente, jamais envoyée. Il les relit en murmurant, comme une prière à l'envers. Il regarde les familles dans la rue, toujours. Mais maintenant, il ne les envie plus, il les bénit. Parce qu'il sait que la famille, ce n'est pas ce qu'on reçoit. C'est ce qu'on ose encore rêver, même quand tout manque. Hervé n'a jamais couru après l'argent. Ce n'était pas un but, c'était un outil qu'il ne comprenait pas vraiment au départ. Pour lui, la vraie richesse, enfant, c'était un repas chaud, un livre trouvé par hasard dans une benne, une chanson entendue par la fenêtre ouverte d'un voisin. Il venait d'un monde où l'on ne possédait rien, sauf des rêves trop grands pour la réalité. Et pourtant, il est devenu riche. Pas riche comme un banquier, pas comme un industriel, mais riche comme un homme qui a vendu des millions de disques, qui a rempli des salles dans toute la francophonie, et qui un jour a pu acheter une maison en posant simplement la question « Combien ?» La première chose qu'il s'est offerte, c'est une montre, pas pour l'heure. Il l'a portée comme une preuve qu'il n'était plus l'enfant sans poche. C'était une montre simple, élégante, mais il se souvenait de chaque seconde où il l'avait regardée en se disant « C'est à moi ». Puis il y a eu les appartements, à Paris d'abord, puis à la campagne. Il voulait de l'espace, du silence, des murs qu'il n'aurait pas à quitter dans 3 mois. Il les a meublés à son goût avec des objets anciens, des livres, des vinyles, des photographies. Mais il laissait souvent une pièce vide, une pièce sans fonction, juste un espace pour le vide, pour le souvenir. Un jour, il a acheté une maison isolée, dans un village de Corrèze, une bâtisse en pierre, avec un toit d'ardoise et un vieux poêle à bois. Il l'avait trouvée par hasard, en s'arrêtant lors d'un voyage. Il a su tout de suite qu'elle serait à lui, là-bas. Il a planté des arbres fruitiers, fait construire un mur de pierre et rempli les étagères de livres oubliés. Cette maison, c'était sa retraite intérieure. Peu de gens n'y étaient invités. C'était l'endroit où il écrivait, lisait, écoutait le vent dans les branches. Là, il n'était plus Hervé Villard. Il redevenait René. Un homme avec une tasse de café, une vieille écharpe et le luxe rare de l'anonymat. Dans son salon parisien, il garde un fauteuil déchiré que personne n'a jamais réussi à lui faire jeter. Il dit que c'est le fauteuil dans lequel il s'est effondré le soir, où il a appris qu'il allait chanter à l'Olympia. Il y a aussi un disque en or qu'il a accroché dans la salle de bain, par dérision, disait-il, pour ne pas me prendre trop au sérieux. Il collectionne peu, mais il garde tout ce qui a une mémoire. Une vieille valise qu'il avait enfant, une écharpe d'un amour passé, des lettres de fans qu'il lit encore, parfois, quand la nuit est trop silencieuse. Ce ne sont pas des biens, ce sont des témoins. Il l'a dit un jour, dans un souffle presque coupable, le plus difficile, ce n'est pas de devenir riche quand on a été pauvre, c'est de ne pas se perdre dedans. Il avait peur de s'abîmer, de se transformer, d'oublier d'où il venait. Alors, il a gardé certaines habitudes, il faisait ses courses lui-même,
portait les mêmes pulls pendant 10 ans. Il refusait parfois des hôtels de luxe, préférant des chambres modestes où il pouvait écrire en paix. Mais il savait que l'argent avait changé son regard sur le monde, et celui des autres sur lui. Il a eu les maisons, les bijoux, les voyages. Mais il n'a jamais pu acheter ce qu'il désirait le plus, la paix intérieure. L'argent ne pouvait pas ramener sa mère, ni l'enfant qu'il n'a jamais connu. Il ne pouvait pas acheter le regard sincère d'un père, ni les repas du dimanche, autour d'une table trop pleine. Il a essayé, parfois. Il a invité, offert, partagé. Mais il sentait toujours cette frontière invisible entre lui et les autres. Il pouvait tout donner, sauf ce qu'il n'avait jamais reçu. Aujourd'hui, il parle peu de son patrimoine. Il dit simplement qu'il veut que ses biens aillent à ceux qui aiment la beauté simple, les livres oubliés, les chansons qui pleurent en silence. Il ne laisse pas une fortune, il laisse une empreinte, des mots gravés dans les cœurs, des mélodies qui appartiennent à tous. Une histoire qui n'a jamais prétendu être exemplaire, mais qui a touché des milliers de vies. Et au fond, peut-être que c'est ça, le vrai trésor d'Hervé Villard. Avoir possédé les émotions d'une génération, sans jamais les retenir. Hervé Villard n'a jamais voulu que ses possessions deviennent une cage dorée. Pourtant,